Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où du coup aujourd'hui on va parler de d'hypothyroïdie. En fait, voilà, j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet-là, au sujet de la thyroïde, la perte de poids avec la thyroïde. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet-là. Ça répondra du coup probablement à beaucoup de vos questions. Donc voilà, on va voir tout de suite quelles sont les causes, les symptômes, et du coup comment faire pour rebooster votre thyroïde, on va dire naturellement, pour voilà, pour se sortir de l'hypothyroïdie. Donc voyons tout de suite quels sont déjà les symptômes. Des fois, voilà, on y est en hypothyroïdie sans même le savoir. Donc voyons tout de suite les symptômes. Ça, voilà, à gauche, ça va être les symptômes, on va dire majeurs, ceux qu'on retrouve vraiment quasiment dans tous les cas. Donc la prise de poids, difficulté à en perdre, c'est pas forcément chez tout le monde, mais souvent on retrouve ça. Pour moi, c'est pas le signe majeur, on va dire. Le signe majeur, c'est vraiment le deuxième, c'est la fatigue. Voilà, dès qu'on se retrouve fatigué, chroniquement, pas forcément, voilà, voilà, mais de façon chronique, pour moi, c'est un des signes de l'hypothyroïdie. Une baisse d'appétit aussi, c'est le signe, voilà, que voilà, le thyroïde est un petit peu ralenti, tout ça. Ça va aussi aussi en lien avec la baisse du métabolisme. Et d'ailleurs, on va voir que voilà, l'hypothyroïdie, la baisse du métabolisme, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment lié en fait. Quand on a enfin, quand on a une baisse de métabolisme, généralement, on a une hypothyroïdie, peut-être pas forcément euh, détectée et tout ça, mais c'est quelque chose de sous-jacent. Un autre signe qui est extrêmement, pour moi, qui montre aussi vraiment une hypothyroïdie, et je pense que avec la fatigue, ça va vraiment ensemble, c'est le fait d'avoir froid, le fait d'avoir ouais, les extrémités froides, même pas forcément quand il fait froid, mais vraiment, voilà, sentir que notre corps est un peu froid, qu'on est facilement frileux et tout ça. C'est vraiment un des signes avec, du coup, avec la fatigue qui montre une hypothyroïdie. Il peut avoir une perte de cheveux. C'est quand même assez fréquent. Pour moi, c'est aussi le signe d'une hypothyroïdie, mais aussi de carence nutritionnelle. Donc, on va voir juste après quelles sont les carences. Mais voilà, c'est vraiment un signe. Euh, et le dernier signe, c'est voilà, c'est un état un petit peu dépressif, dépression, qui montre voilà voilà qu'il y a une hypothyroïdie sous-jacente ou avérée. Et pour les signes du coup plutôt mineurs qui apparaissent mais pas forcément dans tous les cas, c'est une constipation. Ça peut être aussi voilà une fragilité au niveau des muqueuses, parce que, enfin par muqueuse j'entends voilà au niveau de la peau, au niveau intestinal aussi, d'où la constipation. Ça peut être aussi voilà des ongles fragiles, des ongles cassants, des cheveux qui sont pas forcément doux, qui sont pas forcément beaux. Voilà, c'est toutes les muqueuses qui sont pas forcément en bon état. Et aussi, bon ça c'est un peu plus léger, on s'en rend pas forcément compte, mais on peut en avoir conscience quand même. C'est voilà, c'est une baisse de la concentration et de la mémoire. Ah, personnellement, moi, enfin, d'un point de vue prise de sang, j'ai jamais souffert d'hypothyroïdie. On va dire officiellement, voilà, j'ai toujours été dans les normes en fait. Et par contre, je pense clairement avoir souffert de voilà de d'hypothyroïdie quand même, parce que j'ai beaucoup de signes que j'ai eu. Bon, pas de prise de poids, hein, moi c'est plutôt l'inverse. Mais de toute façon, enfin, la thyroïde c'est vraiment le grand régulateur de beaucoup de choses. Donc qu'on soit en excès de poids ou plutôt en sous-poids, comme moi je l'étais, la thyroïde a son importance. Fatigue, bon bah voilà, j'étais souvent fatigué, j'arrivais souvent pas à me lever le matin. Appétit à un moment donné aussi. Par contre, le quatrième point, frilosité, extrémité froide, j'ai toujours été très frileux. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, j'ai mis en place des choses pour améliorer ma fonction thyroïdienne et tout ça. Et aujourd'hui,
moi, je me considère beaucoup moins frileux en fait. Avant, j'étais toujours obligé de porter une veste en été. Enfin, c'était un peu chiant quoi. Mais aujourd'hui, voilà, ça m'arrive d'ouvrir la fenêtre en plein hiver. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une bonne régulation de la température. C'est le signe d'une bonne, vraiment, d'une bonne, une bonne fonction thyroïdienne. Et si on fait les bonnes choses, si on met en place les bonnes actions, ça se régule quand même assez vite. Donc on va voir après quelles sont les étapes à suivre pour voilà, prendre soin de sa thyroïde. Voilà, on a vu les symptômes, maintenant on va voir quelles sont les causes. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on souffre de tels symptômes. Voilà. La première, c'est carence. Carence, bah, il y a deux types de carences. Les carences micronutritionnelles, ça veut dire qu'on va tout simplement manquer de minéraux dans notre alimentation. Euh, voilà, il y a plusieurs minéraux euh, qui sont souvent trouvés en cas d'hypothyroïdie. Voilà, sélénium, zinc, iode, il y en a d'autres. On verra dans les solutions, voilà, je rentre un peu plus dans les détails et comment combler ces carences. Euh, le deuxième type de carence, du coup, c'est une carence calorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une carence calorique? En fait, c'est quand on commence à manger moins que nos réels besoins. En fait, on mange pas suffisamment. C'est souvent ce qu'on cherche à faire quand on fait un régime ou quand on essaye de perdre du poids. C'est pour ça que je suis totalement contre l'idée de faire des régimes ou même de réduire ses apports caloriques, parce que à long terme, alors à court terme non, mais à moyen long terme, on risque d'impacter négativement bah, beaucoup de fonctions du corps. En fait, quand on réduit nos apports caloriques, on n'a pas suffisamment d'énergie pour couvrir, enfin pour permettre à notre corps d'assurer toutes les fonctions. Il va garder les fonctions vitales avec le peu d'énergie que vous lui fournissez si vous mangez pas assez. Par contre, les fonctions qui sont pas vitales, enfin, on va dire intermédiaires, enfin, ouais, pas vitales, il va les mettre de côté. Donc, au fur et à mesure, en fait, en ne mangeant pas suffisamment, on peut se retrouver dans un état de sous-fonctionnement de la thyroïde. Ah, je trouve que c'est quand même important de le dire parce que le nombre de personnes que je vois, et c'est là une grande majorité, euh, font des déficits caloriques pour perdre du poids. Mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle que, au bout de quelques mois, au bout de quelques années de régime, par exemple, au bout d'un moment, on stagne, on reprend même le poids perdu, bah, tout simplement parce que la thyroïde, elle fonctionne plus normalement. Et, et donc voilà, ça a un impact. Comme je disais, ça a un impact sur le poids. La thyroïde, c'est vraiment le grand régulateur de la température, du poids, de beaucoup de choses. La deuxième cause, c'est un foie qui est surchargé. Alors, foie surchargé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un foie qui... Voilà, le foie aussi, c'est un organe, on va dire, d'élimination, de détoxification. C'est voilà. Le foie, c'est vraiment la plaque tournante un peu du métabolisme, voilà. Et en fait, quand il est sursollicité avec une alimentation qui est délétère, avec voilà, une hygiène de vie qui est pas optimale, il se retrouve submergé de travail et du coup, il va avoir un impact indirect, on va dire, sur la thyroïde et sur les symptômes qu'on a vus juste avant, parce que en fait, c'est au niveau du foie qui a 80% de la conversion de T4 en T3. Pour ceux qui ne savent pas, la T4, en fait, c'est un petit peu le stock, on va dire, d'hormones thyroïdiennes, mais c'est pas celle dont on, dont on, dont on utilise. Pour ça, il faut que la T4 en fait soit convertie en T3 pour pouvoir être utilisée du coup par les cellules. Et cette conversion se fait au niveau du foie. Donc, si le foie il est déjà submergé de travail pour faire autre chose, bah, vous doutez bien que du coup, il y aura des choses qui va zapper, qui va voilà. Donc, notamment la conversion de T4 en T3. Donc, on se retrouve avec une insuffisance en T3 et donc on peut avoir des symptômes qu'on peut avoir, enfin qu'on qu'on a cité, enfin que j'ai cité juste avant. Et des fois même, la T3 peut
étant je refais le rapport un peu avec la prise de sang. Des fois, on peut avoir de la T3 qui est dans les normes, mais au final, pas au final, voilà, il y en a pas quand même pas suffisamment, quoi. Et dernière cause, c'est l'excès de glucides. Voilà, quand mon alimentation très glucidique, en fait, nos besoins en hormones thyroïdiennes sont plus importants. Donc voilà, si vous consommez, on va dire la base de votre alimentation, ce sont des glucides, forcément vous aurez voilà, des besoins plus importants. Donc, euh, si déjà vous êtes un petit peu limite et que voilà, vous avez encore plus de besoins, bah forcément, à un moment donné, vous allez avoir des symptômes qui montrent que, que vous êtes en carence. Voilà, ça c'était pour les trois causes. Il y a notamment aussi deux hormones, pardon, sont un peu, pas responsables, mais qui peuvent être aussi en cause. C'est l'excès d'œstrogène. Voilà, l'excès d'œstrogène qui peuvent influer sur les thyroïdes. Donc voilà, postpartum et période de ménopause, c'est là où généralement on observe un gros déséquilibre. C'est pour ça que des fois, bah, après la grossesse, on va facilement prendre du poids, on va plus réussir forcément à en perdre. Voilà, c'est en lien avec la thyroïde. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que là, on va rentrer dans la physiologie, c'est vraiment pas le but. Mais voilà, je parlais de T3 tout à l'heure. Quand la T3 circule, on va dire, dans le sang, euh, elle est, elle est circulée via un véhicule en fait, euh, enfin un transporteur. Et en fait, l'excès d'œstrogène vient perturber un petit peu ces transporteurs. Donc, ça fait que vous allez, en fait, les cellules vont pas forcément capter, enfin, et les hormones thyroïdiennes vont pas être absorbées, en quelque sorte. Bon, je simplifie un peu les choses, mais par ouais, les hormones thyroïdiennes vont pas être captées par les cellules, donc vous risquez d'avoir des symptômes d'hypothyroïdie. euh, voilà. Et deuxième hormone, c'est l'excès de cortisol. L'excès de cortisol, en fait, enfin, une hausse du cortisol, ça affaiblit le système immunitaire. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc forcément, voilà, le système immunitaire va être affaibli. Et, euh, et en fait, euh, on remarque souvent que l'hypothyroïdie, en réalité, c'est très souvent en relation avec euh, pathologie un petit peu auto-immune, donc qui implique le système immunitaire. Donc pour ceux qui souffrent de thyroïde d'Hashimoto par exemple, bah, ils savent que voilà, c'est le système, enfin c'est soi-disant le système immunitaire qui se retourne contre lui-même et qui va du coup attaquer un petit peu ses propres tissus, en l'occurrence la thyroïde. Donc voilà, ces deux hormones en fait, euh, le cortisol va affaiblir le système immunitaire, l'œstrogène a aussi un impact sur le système immunitaire en le régulant. Donc forcément, s'il y a un excès d'œstrogène, ça va, la régulation va pas bien se faire. Et on observe souvent d'ailleurs hein, une hypothyroïdie et hypothyroïdie d'Hashimoto aussi. Donc voilà pour les causes. Donc maintenant, on va passer du coup un petit peu aux solutions et aux étapes un petit peu à suivre, à mettre en place pour pouvoir bah, rebooster la thyroïde et vraiment bah, voir disparaître tous les symptômes qu'on a vus juste avant. Voilà, comme je l'ai dit, ça peut être assez rapide. En l'espace de, si on fait les choses bien, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, on peut déjà avoir des résultats sur les choses les plus importantes. Enfin, sur la fatigue, sur la frilosité, vraiment, voilà, en quelques semaines, on peut déjà avoir des très très bons résultats. Après, ça dépend aussi de la durée, enfin, ça dépend aussi de différents facteurs. Depuis combien de temps vous souffrez d'hypothyroïdie? Est-ce que vous êtes sous médication? Enfin, voilà. Donc voilà, ça se fait plutôt. Enfin, moi, j'estime qu'il faut mettre quatre étapes en place. Bon, généralement, ça va ensemble, hein. C'est vraiment un ensemble. Donc, voyons tout de suite la première. Euh,
Première, du coup, c'est bah voilà, une alimentation. Je vois qu'il y a une faute. Alimentation. Une alimentation réduite en glucides. Voilà, bah, voilà, j'ai expliqué juste avant, la cause, c'est l'excès de glucides, parce que nos besoins sont plus importants. Bah, il suffit en fait de réduire son apport en glucides pour pouvoir du coup bah, réduire nos besoins en fait. Peut-être que vous produisez suffisamment d'hormones thyroïdiennes, il n'y a pas de problème de conversion, voilà, il y a pas de carence nutritionnelle, mais un excès de glucides va augmenter vos apports, enfin, vos besoins. Donc il suffit juste de réduire ces glucides, du coup descendre ses besoins, et du coup on va se retrouver à des niveaux à peu près optimaux et donc voir disparaître ces symptômes. Du coup, j'ai marqué low carb cétogène. Low carb, c'est un terme un peu anglais. Carb, c'est les glucides. Low, bah, ça veut dire bas. Donc voilà, une alimentation qui est bas en glucides. Voire une alimentation cétogène. L'alimentation cétogène, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux euh, dans un point de vue nutritionnel que voilà, pour, bah, on va le voir juste après avec les autres étapes. Euh, voilà. Donc l'étape numéro 2, c'est vraiment une richesse micronutritionnelle. Donc voilà, on a vu qu'il y avait un gros état carentiel généralement quand on souffre d'hypothyroïdie. Donc voilà, il y a l'iode. L'iode, généralement, voilà, on passe souvent à côté. Il me semble, je me rappelle plus des chiffres, mais il doit y avoir 80% de la population, je sais plus si c'est française ou mondiale, enfin bref, pays industrialisé, enfin il y a beaucoup de carences en iode, donc c'est extrêmement important. On peut le retrouver dans les poissons, à tout ce qui vient de la mer du coup, euh, poissons, fruits de mer, crustacés, voilà, n'hésitez pas à en mettre dans votre alimentation. Voilà, je vais passer en revue les 4-5 micronutriments qui sont vraiment essentiels. Évidemment, il y en a d'autres, mais je vais passer les plus fréquents, on va dire. Sélénium, bah pareil, en fait, bah, pour convertir la T4 en T3 et pour produire nos hormones thyroïdiennes, on a besoin d'iode, mais aussi besoin de sélénium. En fait, c'est vraiment un duo qui fonctionne ensemble. Donc, euh, donc veillez vraiment à avoir des apports suffisants, pareil, sont extrêmement riches en sélénium. Toutes les viandes aussi, viande rouge notamment. Et j'ai mis la noix du Brésil entre parenthèses parce que il y a beaucoup qui conseillent la noix du Brésil euh, pour sa teneur en sélénium. Moi, je suis pas trop fan. Je mise pas plutôt, enfin, je mise pas trop là-dessus parce qu'en fait, c'est très inconstant. En fait, il y a des études qui ont montré que suivant l'origine de la noix du Brésil, ouais, suivant l'origine, en fait, vous pouvez vous retrouver avec des taux de sélénium extrêmement élevés. C'est pour ça qu'on conseille pas plus qu'une ou deux par jour. Ou alors des taux de sélénium qui sont quasiment inexistants. Donc pour moi, en fait, c'est comme jouer un petit peu à la loterie. En fait, on prend des noix du Brésil pour combler une carence en sélénium, mais si ça en contient pas, bah, quel est l'intérêt, quoi? Là, c'est vraiment jouer à la loterie, quoi. Et par contre, on peut se dire, bon, bah, j'en prends beaucoup pour avoir beaucoup d'apports, mais pas grand-chose fois beaucoup, ça fait toujours pas grand-chose. Et dans le cas où il y en aurait beaucoup, là, on se retrouve du coup avec un excès de sélénium qui peut être toxique. Donc voilà, je miserai pas trop sur la noix du Brésil. Si ça vous fait plaisir, bah, vous pouvez en manger une ou deux par jour. Au pire, vous avez un petit peu. Au pire, vous avez rien. Voilà. Mais c'est pas ce dont je préconiserais en priorité. Au niveau du zinc, extrêmement important, notamment bah, pour le foie. Voilà, je parlais du foie qui était un petit peu surchargé et tout ça. Euh, le zinc va beaucoup aider à la détoxification du foie. Euh, voilà, extrêmement, extrêmement important. Voilà, c'est juste une partie de tout ce que fait le zinc, ce dont on a besoin. Donc voilà. Cuivre, pareil. Au niveau du foie, au niveau de la thyroïde, enfin voilà, c'est vraiment un micronutriment
très importants. On va dire ils sont tous importants, mais voilà, c'est vraiment important. Donc pour ceux qui aiment les abats, notamment le foie, c'est une bonne solution, donc consommer régulièrement. Voilà, une fois dans la semaine, c'est bien. Pas plus, parce que après, au bout d'un moment, voilà, c'est extrêmement riche le foie, donc pas trop quand même. Voilà, sinon tout ce qui est viande, huîtres, champignons. Euh, le magnésium, pareil, magnésium extrêmement important. Donc là, pareil, on le retrouve dans les produits de la mer, dans les viandes, dans l'avocat. Et dernière petite chose, la vitamine D. On retrouve notamment en plus pour ceux qui souffrent d'Hashimoto, mais aussi en général, euh, on retrouve vraiment des carences en vitamine D. On n'imagine pas toutes les conséquences que peuvent avoir des carences en vitamine D. Donc la vitamine D, elle est liposoluble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est contenue dans le gras. Euh, donc voilà, des petits poissons gras, c'est très bien. Des œufs généralement élevés en plein air, ça contient plus de vitamine D, donc c'est mieux dans le jaune d'œuf. Dans les viandes grasses, pareil. Et évidemment, l'été, du coup, l'exposition au soleil, ça reste quand même la meilleure source. Et pour ceux, du coup, pour moi, tous ceux, enfin, au niveau de la latitude de la France, on devrait se complémenter quotidiennement en hiver. Je dirais même de octobre, on va dire à avril, on devrait tous se complémenter en vitamine D. D'ailleurs, les pays nordiques le font, c'est pas pour rien. Et en France, je trouve qu'on n'a pas cette culture de systématique de se complémenter en vitamine D. Euh, donc voilà, c'est important. Et pareil, je conseille pas forcément les méga doses une fois ou deux dans l'hiver, mais des petites doses régulières au quotidien. Un peu comme quand comme quand on ferait en été en fait. En été, on va s'exposer un petit peu tous les jours à la lumière, au soleil, et en fait, on a notre 5000 UI, 10 000, 20 000, en fonction de s'il y a beaucoup de soleil ou pas, par jour. Et en fait, il faudrait réussir à reproduire ça en hiver. Et pour ça, ça se passe pas par les mégadoses, parce qu'en plus, les mégadoses vont être. En fait, on en apporte tellement d'un coup que la majorité, bon, voilà, elle va être absorbée. Enfin, la majorité, en fait, elle va être rejetée, soit dans les selles, soit dans les urines. Donc, voilà, je suis pas trop fan. Certes, ça va augmenter, mais c'est pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est vraiment d'en prendre régulièrement, tous les jours, sous forme de gouttes, sous forme de, voilà, 5000 par jour, c'est très bien. Euh, Étape numéro 3, du coup, c'est apporter suffisamment de protéines. Enfin, vous avez sûrement vu que dans tous les micronutriments que j'ai listés juste avant, il y a des aliments qui reviennent souvent. C'est les produits de la mer, c'est les viandes. Voilà, c'est en gros, pour faire simple, c'est les œufs. C'est tous les produits animaux qui sont extrêmement riches en micronutriments, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, que voilà, c'est les fruits et les légumes qui contiennent beaucoup de minéraux. Les produits animaux en contiennent énormément aussi. Et donc voilà, apporter suffisamment de protéines, parce qu'on a besoin de minéraux, mais aussi on a besoin de protéines pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Donc voilà, vraiment avoir un apport suffisant. Moi, je conseille généralement allez, au minimum, on devrait tous cibler, aller au moins à 1,5 g de protéines par jour, par kilo. Donc voilà, en gros, vous faites le calcul, mais après ça dépend aussi de votre âge, tout ça, mais ça c'est le minimum pour tout le monde. Euh, donc voilà, plutôt protéines animales, pas de protéines végétales. Tout simplement parce que les protéines végétales, il y a deux sources. Il y a tout ce qui est légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges et tout ça. Certes, bah déjà, plusieurs mm, effets néfastes à ça, c'est qu'ils sont extrêmement riches en glucides aussi. Donc si on apporte des protéines pour construire les hormones thyroïdiennes, mais de l'autre côté, on apporte aussi beaucoup de glucides. On a vu que ces glucides étaient néfastes. Bon, c'est contre-productif, donc c'est pas forcément optimal. Et notre source de protéines végétales aussi, c'est souvent le soja qui est recommandé. Le soja qui, par contre, voilà, au niveau des oestrogènes, faut faire vraiment, vraiment attention.
Je dirais même que voilà, ça a tendance à avoir une hyper-œstrogénie, donc voilà, faire augmenter des niveaux d'œstrogène extrêmement élevés. Donc vraiment, j'irai pas vers ça. Vraiment protéines animales, il n'y a aucun problème. Et surtout le matin, parce que le matin, voilà, c'est là où on produit le plus d'hormones et tout ça. Donc vraiment avoir un apport suffisant en protéines. C'est pour ça que je conseille généralement un petit déjeuner salé avec des protéines. Euh, c'est vraiment important. Et dernière étape, c'est le pas de jeûne intermittent. Vraiment pas en faim. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du jeûne intermittent pour espérer maigrir. Pour moi, le jeûne intermittent, c'est vraiment une bonne arme pour perdre du poids, pour beaucoup de choses. Euh, mais il faut que ça soit manié vraiment avec. Euh, En fait, on peut vraiment se casser la gueule en faisant du jeûne intermittent. Et je remarque que beaucoup font des erreurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les erreurs du jeûne intermittent. Pourquoi le jeûne intermittent peut faire grossir. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment intéressant et ça évite pas mal d'erreurs que je vois trop souvent. Et du coup, pourquoi pas de jeûne intermittent? Tout simplement parce que voilà, il y a un état carentiel généralement, que ce soit en calories ou que ce soit en micronutriments dans le cas d'hypothyroïdie. Et donc, on a besoin de nutriments. On a besoin de nutriments. Donc, c'est pas en ne pas mangeant qu'on va apporter les bonnes choses. Donc, pour moi, il vaut mieux éviter euh, au début au moins. Et jeûne intermittent, pardon. S'il est mal fait, s'il y a des erreurs, ça peut aussi engendrer une hausse du cortisol. Donc voilà, affaiblir le système immunitaire, voilà. Euh, Même voilà, avoir un impact sur votre stress. Euh, Pas forcément direct, mais voilà, c'est quand même en relation, donc vraiment à éviter. Voilà, je vais extrêmement vite, je fais pas beaucoup de pauses. Voilà, c'est fait exprès pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à la revoir, vous remettre sur les différentes étapes, voilà, sur les causes si vous n'avez pas forcément le temps de prendre des notes ou tout ça. Euh, N'hésitez pas, ouais, du coup, à la revoir. Euh, et puis voilà. Donc, comme je le disais, en l'espace de déjà de quelques semaines, on peut déjà avoir des résultats, et en l'espace de quelques mois, on peut totalement inverser une hypothyroïdie. Euh, voilà. Et dans le cas d'Hashimoto, par exemple, on peut, avec une alimentation cétogène, euh, réussir à stopper l'évolution de la maladie. On peut stopper l'attaque auto-immune, vraiment pour que ça soit bien formulé, tout ça, l'alimentation. Mais sachez que c'est possible de s'en sortir. Euh, et voilà. Surtout, voilà, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si ça vous a plu, si ça vous a apporté des informations, n'hésitez pas à mettre un like. Toujours bien, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.